ministre africain de la décentralisation pour commencer à réfléchir sur la manière d'améliorer le cadre de travail, de créer des espaces de synergie pour une plus grande efficacité dans le travail de l'Union. Le travail consistera donc à échanger sur comment faire en sorte que l'administration publique de nos États devienne encore plus performante que ce que nous connaissons aujourd'hui. La synergie des actions à mener permettra à chaque pays de l'Union africaine d'avoir une vision claire de sa politique de gouvernance et de décentralisation. Le Togo saisira cette opportunité pour consolider sa politique de réforme et de modernisation de l'administration publique. Je peux d'ores et déjà vous dire que le Togo a fait de la réforme et de la modernisation de l'administration publique un mécanisme majeur au cœur de son dispositif de développement. Le Togo espère profiter des conclusions de vos travaux pour enrichir son programme de réforme et de modernisation de l'administration publique engagé depuis 2006 et dont les acquis de la phase expérimentale méritent d'être consolidés. Ce rendez-vous de Lomé marque également la célébration du 10e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, un outil indispensable pour un service public de qualité. Victoire Domeka Dogbe vient de rentrer d'une longue tournée dans le Togo profond. À Belové, à Bonou, à Niéblita, à Tchentchen, au Ligo, Sotobois et autres localités ont ainsi reçu la visite du membre du gouvernement, ministre du Développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. La démarche avait pour but de s'enquérir des résultats des différents projets lancés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Démarche fructueuse, pleine d'enseignements que la ministre compte mettre à profit dans la perspective de nouvelles initiatives de développement en faveur des populations à la base. Firmé Adinare était dans le convoi ministériel. Son reportage. La production artisanale a enregistré dans le passé un faible taux de croissance pour manque d'équipements modernes et efficaces. Et pour remédier à cela, un programme d'appui aux petites entreprises artisanales de l'UOMOA vient renforcer en termes d'équipement au groupement interprofessionnel des artisans du Togo, Chipato. C'est celui du Sokodé qui vient d'être réhabilité avec l'apport du gouvernement en recevant un lot de matériel composé de perceuses, de raboteuses, de décochisseuses, de bétonnières et autres. Ce qui va permettre aux artisans de la région centrale d'installer leur activité génératrice de revenus. La Commission, avec l'aide de certains partenaires financiers, a mis en place ce projet pour soutenir le secteur de l'artisanat dans chacun des États membres. Et il appartenait à chaque pays de sélectionner les activités et les secteurs d'activité que la Commission devait soutenir sous la forme de la mise à disposition de différents équipements. Ces efforts de réforme permettront au monde artisanal de renaître et de contribuer à la stratégie de croissance accélérée pour la promotion des artisans. La réception définitive des équipements que l'UOMOA nous a procurés. En tant que responsable de JIPATO, dans un premier temps, je tiens à remercier très sincèrement l'UOMOA qui, avec l'appui du chef de l'État, et qui a négocié personnellement ce projet en faveur des artisans que nous sommes. Sokoda a été une des villes qui a bénéficié. C'est vrai que ces 3 villes qui ont bénéficié de ce projet, Sokodé l'a bénéficié aussi. Nous tenons à lui remercier. La ministre du Développement à la base, Victoire Domeka Dogbe, se réjouit des efforts consentis par l'État pour développer les activités des communautés. La valorisation des ressources locales permettra non seulement au développement du secteur artisanal, mais aussi à sa contribution forte au produit intérieur brut. Deuxième étape d'activité et de sensibilisation à Sotobois. La ministre Victoire Domeka Dogbe a rencontré les responsables de 15 000 femmes formées en groupement pour échanger avec celles-ci sur la nécessité de renforcer leur activité en vue d'accroître leur production et obtenir des revenus considérables. Ceci grâce aux ressources financières des microfinances mises à leur disposition par l'État. Les femmes des villages d'Atchentchen, dans la préfecture de Blita et d'Oligo, dans l'Est Mono, ont eu à bénéficier depuis 2011 de la mise en place des plateformes multifonctionnelles, des plateformes qui produisent de l'énergie au profit des populations de ces localités dans la conservation et la transformation des produits agricoles. Nous avons
démarré ce programme avec 50 plateformes multifonctionnelles. Et sur les 50 aujourd'hui, je peux dire que près de 75% marchent. Ce qu'il faut, c'est que c'est un programme qui a besoin d'être porté par un ou des groupements de femmes ou des groupements mixtes. Parce que la plateforme, c'est comme une entreprise qu'il faut gérer. Et donc aujourd'hui, c'est avec satisfaction que nous avons noté que certaines plateformes sont bien gérées et arrivent à dégager des bénéfices. Nous avons eu à visiter la plateforme d'Atchenche, à peu près à 117 km de Blita. Alors cette plateforme d'Atchenche est portée par le groupement Espoir, un groupement très dynamique de 24 femmes et qui s'adonne à des activités agricoles, la production du maïs, du soja, du haricot, des bananes également. Le projet de construction et de réhabilitation des marchés intervient dans le programme de soutien aux micro-projets communautaires. Les travaux de construction du marché d'Agbonou dans la préfecture de Logou, démarrés en juin dernier, sont presque à la phase finale. Une œuvre qui ouvre des opportunités commerciales aux femmes de la localité. Par rapport au marché d'Agbonou, nous avons constaté que les travaux ont bien avancé puisque ça fait 5 mois que nous avons initié ce projet. Nous sommes pratiquement à 75-80% des travaux et nous espérons que dans les 3 mois qui suivent, les travaux seront terminés. Le marché compte 10 hangars, 2 magasins de stockage, un bloc administratif, un bloc sanitaire, une boucherie, un bloc latrine ainsi que la réhabilitation de 4 anciens hangars. L'étape d'Agbelouvé a été la dernière de la tournée de la ministre Victoire Toméga Dogbe où elle a visité le centre médico-social en construction. L'opérationnalisation du nouveau centre offrira des soins de qualité à la population d'Agbelouvé et de ses environs. L'impact socio-économique des initiatives mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au sein des populations à la base se fait donc de plus en plus visible, comme vous l'avez suivi. Si la pauvreté est loin d'avoir disparu de nos villes et campagnes, elle n'est pas pour autant non plus aussi criarde qu'il y a quelques années. À la Banque ouest-africaine de développement aussi, il y a des projets de développement financés au profit des pays membres de l'UEMOA qui portent leurs fruits. C'est le cas des projets d'aménagement hydro-agricole dont les résultats d'une étude sur l'impact socio-économique ont fait l'objet d'un atelier ce lundi au siège de la BOAD à Lomé. La rencontre va déboucher sur la validation du document. Reportage Robert Kotogbe, Isidore Koubatine. Des questions liées à la maîtrise de l'eau et des options agricoles orientées vers l'irrigation des terres cultivables dans l'espace UOMOA. Voilà les mobiles de la réunion des experts à Lomé pour étudier l'impact socio-économique de ces projets d'aménagement hydro-agricole dont bénéficieront le Burkina, le Niger, le Mali et le Sénégal. Les projets hydro-agricoles, c'est des projets qui permettent la maîtrise totale de l'eau. Vous savez, dans le milieu agricole, pour que nos paysans puissent mener leur activité, il leur faut nécessairement des infrastructures. Et tous les pays de l'UEMOA sont bénéficiaires des projets dans le domaine hydro-agricole. Mais nous avons centré les études sur 4 pays et sur 7 projets, dont 3 projets au Sénégal, 2 projets au Burkina, 1 projet au Mali et 1 projet au Niger. Ce n'est qu'une première étude. Quand nous allons tirer les expériences d'ici, on va diffuser ces expériences et nous allons chercher encore d'autres domaines d'intervention pour aller dans les autres pays et mener la même étude. Ces projets, une fois mis en œuvre, permettront au Bureau d'études et de recherche pour le développement d'apprécier de façon systématique et objective les résultats atteints et leur impact sur la vie des populations bénéficiaires. Dans certaines localités, que grâce à ces projets, les populations qui avaient quitté leur localité sont revenues nombreuses pour pouvoir se mettre au travail, se nourrir, se vêtir et puis, comment dirais-je, se loger. Et on a constaté dans bon nombre de localités que les maisons ont été modernisées. On a constaté également que les populations ont commencé par prendre en charge la scolarité de leurs enfants. Les mêmes populations disposent progressivement de moyens à travers l'exploitation de ces aménagements à assurer leur propre santé.
Selon les données du Fonds monétaire international FMI, l'agriculture est l'activité qui occupe plus de 80% de la population des pays de l'UEMOA et contribue à plus de 50% au produit intérieur brut PIB. Mais seulement 21% des sols cultivables sont aménagés en maîtrise de l'eau selon la FAO. D'où aujourd'hui l'urgence de définir une politique d'aménagement hydro-agricole en vue de sa pérennisation. Les magistrats de la Cour suprême du Togo se mettent au diapason des technologies de l'information et de la communication. Une formation leur est dispensée depuis ce lundi à Lomé à l'initiative du Centre togolais de formation des professions de justice. Il s'agit de donner à nos hauts magistrats les outils nécessaires pour moderniser leur technique de traitement des dossiers. Reportage Ramdan Bassina, Charlotte Ounsime. Il est le président de la Cour suprême du Togo, Akapovi Gamato, en vue d'améliorer ses performances, renforcer ses capacités et s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, suit comme ses collègues magistrats une formation sur l'outil informatique. Pendant longtemps, nous avons appris à écrire nos arrêts, nos décisions, et il appartient au greffier de les mettre en forme. Alors avec cette formation, nous pourrons d'abord maîtriser l'outil informatique et ensuite permettre un système de réseau qui pourrait nous permettre d'être en lien avec les greffiers et cela va favoriser le règlement rapide des affaires. Cette formation de 5 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Centre de formation des professions de justice. La directrice du centre qui représentait le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pour la circonstance félicité les participants pour leur disponibilité et a souhaité que la maîtrise de cet outil puisse contribuer à améliorer le travail de la justice en général et celui de la Cour suprême en particulier. Il a été constaté que sur les 23 magistrats que compte la Cour suprême, seulement 3 maîtrisent ce matériel-là, l'usage de ce matériel. C'est pour ça que le centre, le CFPJ, qui a pour mission de former les magistrats, a jugé bon de prévoir cette formation pour qu'ils puissent se familiariser à l'usage de l'outil informatique. L'informatique, la bureautique, l'Internet et la recherche juridique sur Internet sont les principaux modules de cette formation. Ils permettront aux magistrats non seulement de saisir et de traiter les dossiers avec célérité, mais aussi de stocker et d'avoir accès à toutes les informations relatives à leur profession, entre autres la législation, la doctrine et la jurisprudence. Santé, la pneumonie et la diarrhée ont été identifiées comme des maladies à l'origine de quelques-unes des difficultés rencontrées par les pays en voie de développement pour atteindre le point 4 des objectifs du millénaire pour le développement relatif à la réduction de 2 tiers de la mortalité infantile en dépit des progrès réalisés dans les autres domaines sanitaires. En avril dernier, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF et leurs partenaires ont adopté un plan d'action global de prévention et de lutte contre ces 2 affections. Depuis ce matin, des spécialistes de la vaccination et de la santé de l'enfant et de l'adolescent planchent à Lomé sur les stratégies de mise en œuvre de ce plan. Précision, Christine Petcheki à Loudé. En Afrique, la pneumonie et la diarrhée figurent parmi les premières causes de mortalité de l'enfant. Ces 2 affections dans beaucoup de pays contribuent pour 29% des décès des enfants de moins de 5 ans et entraînent chaque année la perte de plus de 2 millions d'enfants, selon l'OMS. Il faut alors avancer vite pour atteindre l'OMD4 qui vise à réduire de 2 tiers la mortalité infantile à l'échéance 2015. Ce qui explique l'adoption en avril 2013 par l'OMS, l'UNICEF et les partenaires du plan d'action global de prévention et de lutte contre la pneumonie et la diarrhée. Les experts en charge de la santé de l'enfant échangent sur la mise en œuvre de ce plan en vue des actions plus concertées. Nous sommes là ce matin pour pouvoir alors d'abord partager les expériences avec les pays qui ont fait des avancées. Il y a la Zambie, il y a beaucoup de pays. Et ensuite, ici, voir comment nous pouvons aller focaliser nos énergies sur 2015. À travers ces échanges, chaque pays doit faire une feuille de route claire avec des activités précises pour pouvoir atteindre l'OMD4 d'ici 2015. Les pays sont à différents niveaux de mise en œuvre. Et ici, nous avons des pays qui sont très avancés dans la prise en charge de la diarrhée et de la pneumonie. Et
de ce fait, réduisent un peu plus rapidement les taux de mortalité. Et il y a des pays moyennement avancés et des pays qui sont en retard. Donc on a mis un peu ces trois catégories de pays ensemble pour qu'ils échangent leurs expériences et puissent dégager des modalités pour accélérer. Les participants auront à passer en revue les progrès réalisés au niveau de chaque pays et au plan régional, à partager les pratiques d'intégration des interventions pour la suivi de l'enfant avec la vaccination et aussi envisager les différentes stratégies inhérentes à l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action mondial pour la prévention et la lutte contre ces deux affections. Actualité hors du Togo, après les tueries massives de ces derniers jours en République centrafricaine, 400 morts en 4 jours à Bangui, les troupes internationales convoyées sur place pour y imposer la paix sont à pied d'œuvre. Une opération de désarmement des milices de la Séléka déclenchée par les soldats français a ainsi permis de confisquer des armes de toutes sortes, Kalachnikov, lance-roquettes, pistolets automatiques et d'innombrables armes blanches, de quoi rassurer une population qui n'en peut plus de subir les exactions de ces brutes. Au point kilométrique 12, un quartier de Bangui où vivent chrétiens et musulmans. Des soldats français mènent une opération de coercition. Dans les rues, ils fouillent systématiquement des Banguissois pour récupérer des armes en leur possession. Voici les premiers résultats de l'opération de désarmement qui se poursuit ce lundi dans la capitale centrafricaine. Nous avons les armes, les machettes, donc le fameux couteau africain ici. Ensuite, des armes d'infanterie de petit calibre. Donc on a des vieilles, on a aussi du plus récent. Ensuite, donc les lanceurs RPG, on reconnaît ici. Et puis des armements collectifs, donc de diamètre un petit peu plus gros. La population est derrière nous pour l'instant, et c'est tout de même une bonne chose. Le désarmement des groupes de miliciens a débuté dans la matinée. Ce sont des soldats français qui ont déclenché l'opération, une opération à laquelle des militaires de la MISCA, la force africaine, participent de façon autonome. Pour l'heure, ils rencontrent très peu de résistance. Sur certains grands axes routiers, les miliciens armés ont décroché. Ils sont rentrés dans les casernes en application des instructions données la veille par le président de la transition. Tout le monde dans les casernes. On va laisser la MISCA, la police, la gendarmerie et les éléments français patrouiller dans Bangui. Outre l'appel lancé aux ex-CDK qui l'ont porté au pouvoir, Michel Djotodia annonce la réduction de la durée de la transition. Prévue pour 2015, la fin de cette période est désormais fixée à 2014. C'est le monde entier qui semble s'être donné rendez-vous demain à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour les obsèques de Nelson Mandela. Une centaine de dirigeants y est attendue avec des délégations. Et l'on prévoit que le stade de Johannesburg, où se dérouleront les cérémonies, fasse vite le plein de ces 80 000 places. En fait, depuis l'annonce de la mort de Madiba, l'Afrique du Sud s'était déjà figée dans le deuil. Les affiches à l'effigie de l'illustre homme sont placardées partout. La déventure de sa résidence jonchée de fleurs, tandis que dans les institutions de la République, les séances en son honneur se multiplient. Les Sud-Africains se sont beaucoup recueillis hier, au premier jour de la semaine de deuil officiel. De Soweto au Cap, les fidèles de toute confession ont chanté et prié pour Nelson Mandela. Ce matin, c'est le Parlement sud-africain qui a rendu hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués par toute la planète. En tant que dirigeant à l'échelle mondiale, la vision de Nelson Mandela est allée au-delà des frontières de notre pays. C'est Mandela lui-même qui nous a appris que personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Devant la maison de Madiba à Johannesburg, des milliers de fleurs jonchent le sol. Chacun à sa manière veut honorer la mémoire de ce héros de la lutte anti-apartheid. Je suis musicien et c'est la seule façon pour moi de lui dire merci, parce que nous savons tous ce qu'il représentait en tant que personne. Mais aujourd'hui, c'est vers le stade de Soweto que les regards se tournent. Il doit accueillir demain plus de 80 000 personnes, mais surtout plus de 70 dirigeants du monde présents pour la grande cérémonie d'hommage. Un lieu symbolique, c'est ici que le défunt héros de la liberté
avait fait sa toute dernière apparition publique pour la finale de la Coupe du Monde de football. Autour du stade, la police est prête, la sécurité a été renforcée, mais le directeur de la police ne semble pas inquiet par l'ampleur de l'événement. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que les agents ont bien compris ce qu'on attend d'eux. Nous ne voyons pas ça comme un grand défi, parce que 90% des personnels qui sont là ont travaillé avec moi pendant la Coupe du Monde ici même. L'armée a été mobilisée aussi à Kounou, le village natal de Nelson Mandela situé dans la province du Cap-Oriental, se prépare à accueillir dimanche les grands de ce monde pour des funérailles nationales.